Bonjour. Nous savons que les activités humanitaires et de développement international sont parfois perçues comme ayant des racines communes avec la présence coloniale. Dans le monde des ONG, on parle depuis quelques années de décoloniser l'action humanitaire. Et on observe encore aujourd'hui des inégalités basées par exemple sur la nationalité qui sont parfois perçues comme une forme de racisme. Enfin, la relation entre les organisations dites aidantes venues de l'Occident, en bref le sauveur blanc pour caricaturer, et les pauvres populations locales démunies est de plus en plus remise en question. Alors j'ai voulu parler de ces thèmes avec un ex-collègue qui a été personnellement témoin de cette problématique. Voici notre entretien. Cher monsieur Agib Diakité, bienvenue. Bonjour Julien, merci. Merci de prendre un moment avec nous pour partager ton expérience et tes réflexions sur les inégalités au sein des organisations humanitaires. Donc nous avons été collègues au Niger, où tu étais aussi un employé international. Et donc comme nous avons eu parfois des échanges au sujet de ces inégalités dans les organisations, j'ai pensé avoir un entretien avec toi pour avoir ta perspective sur cette thématique. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour Julien, donc je suis Agib Diakité, comme tu l'as dit, nous avons travaillé ensemble au Niger en tant que, moi j'étais encore chargé d'évaluation et j'y travaille toujours en tant que chargé de suivi évaluation également dans le secteur de l'humanitaire. Merci beaucoup. Alors ma première question, ce serait de savoir comment est-ce que toi tu perçois justement les inégalités dans les organisations, soit sous des formes évidentes ou des formes plus subtiles. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'inégalités de traitement dont tu as été le témoin? Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que ces inégalités sont plutôt structurelles ou bien liées à des comportements individuels? Concernant cette question, je pense déjà il faudra noter que même si l'action humanitaire aujourd'hui a évolué par ses principes de neutralité, d'impartialité, d'indépendance et l'humanité, il y a toujours certaines dynamiques, disons certains comportements postcolonial qui perdure en termes d'inégalité. Dans un premier temps, ces inégalités peuvent être des différences salariales entre la différence salariale et de conditions de travail, et aussi l'hiérarchie entre les expatriés et les travailleurs locaux. Donc, en ce qui concerne les salaires, nous pouvons noter déjà, nous avons une différence de salaire qui est parfois énorme. Donc les expatriés qui viennent parfois des pays du Nord, qui gagnent beaucoup plus que les travailleurs locaux, donc ce qui crée un sentiment d'injustice et de discrimination parmi les travailleurs locaux. Et il y a aussi une hiérarchie, je vais dire, implicite ou d'ailleurs explicite entre les expatriés et les locaux. Donc on a souvent tendance à voir que les postes de décision ou de prise de décision sont réservés à des expatriés qui sont parfois blancs, il faut le dire, et tandis que les locaux sont cantonnés à des rôles techniques malgré leur connaissance approfondie du terrain et leurs années d'expérience parfois qui sont beaucoup plus importants. Donc en termes je veux dire, en termes d'exemple, j'ai aussi travaillé au Congo, et au Congo j'ai remarqué qu'il y avait des procédures internes qu'on appelle parfois disons des SOPs pour les tarifs d'hôtel et des per diem, des per diem journalières concernant les staffs locaux qui sont parfois très différents de ce que les internationaux ont. Par exemple, je prends la règle qui disait dans une procédure qu'un staff local qui est dans une localité, qui va en mission terrain dans une localité, il a par exemple un montant journalier de disons $20, et au-delà de 15 jours, il a un forfait journalier, pas il a un forfait journalier mensuel, donc qui devient la somme de ce qu'il gagne pendant 15 jours, qui devient son forfait mensuel. Donc s'il fait
un mois, il aura la même chose que s'il faisait 15 jours, parce qu'il considère que le loco a eu le temps de s'accommoder à l'environnement et s'est trouvé euh, les hôtels moins chers ou manger moins cher. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les expatriés qui gardent le même montant, quel que soit le nombre de jours passés sur le terrain. Donc c'est ces genres d'inégalités qui sont parfois très visibles sur le terrain. Aussi, il y a une inégalité euh, d'opportunités, une égalité d'opportunités de promotion, que ce soit entre les expatriés et les staffs locaux, mais aussi même au sein des staffs locaux, les staffs qui sont parfois, qui viennent parfois du nord global, qui sont généralement blancs, et les staffs internationaux qui sont noirs ou, dans mon cas par exemple en Afrique, qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a une grande différence en termes de promotion, et même parfois ce que j'ai vu aussi, c'est que il y a des staffs des internationaux qui peuvent venir, qui quittent l'université, qui arrivent dans l'organisation et en 3 à 6 mois deviennent managers. Même s'ils ont trouvé sur place des personnes beaucoup plus qualifiées, et même des expatriés noirs qui doivent toujours discuter, doivent toujours tirailler pour avoir des promotions. Et donc il y a ces cas qui sont beaucoup répétés, et même aussi j'ai des collègues qui m'ont aussi expliquer un fait qui est que il y a un expatrié qui était stagiaire, qui était dans l'organisation. Au-delà d'un an, il a été formé par un autre staff qui est centrafricain. Et au-delà d'un an, et le siège a demandé aux stagiaires de postuler pour être manager de l'unité. Donc c'est le staff même qui a informé le centrafricain pour lui dire que voici ce qu'on m'a proposé, mais pour respect pour toi, je préfère, si je dois avoir ce poste-là, aller dans un autre pays pour le faire. Voici quelques formes dont j'ai été témoin que je peux donner comme exemple. Merci beaucoup. En effet, c'est très concret, c'est très utile pour nous, pour les personnes qui ont pas, surtout pour les auditeurs qui n'ont pas cette expérience. De ce que tu décris, c'est avant tout donc des problèmes systémiques et institutionnels. Et je note aussi, tu mentionnes que certaines organisations font des progrès, donc on va y revenir. Je voulais aussi te poser une question assez bête en fait. Pourquoi est-ce que l'égalité de traitement et la diversité, c'est important pour une organisation? Est-ce que c'est avant tout pour toi une question de crédibilité et de pertinence des approches, ou plutôt une question de cohésion des équipes, ou un impératif moral ou institutionnel en termes de partenariat, de ressources humaines? Comment est-ce que tu vois ça? Euh, D'abord, je pense que c'est la diversité dans l'équipe, l'égalité de traitement. Je pense que c'est un impératif moral, mais aussi un devoir institutionnel. Un impératif moral, déjà en parlant de, de ce que cela apporte, c'est déjà une perspective, des perspectives variées dans l'équipe. Donc on a plusieurs points de vue face à un problème, plusieurs solutions qu'on peut collecter, qu'on peut analyser en fonction parfois des solutions qui peuvent venir des vécus de chacun. Donc si on vient d'environnements différents, on peut voir le problème de différents angles, et aussi ça nous permet d'avoir une meilleure prise de décision. Donc cela aussi, je pense en termes d'égalité, c'est contribuer à l'environnement de travail plus équitable et plus inclusif. Cet environnement va permettre en fait une bonne collaboration entre les équipes, donc une satisfaction des employés, des staffs, et du coup une augmentation de la productivité des employés, ce qui est un bénéfice pour, disons, pour l'organisation. Et c'est aussi cet environnement permettra aussi une attractivité des compétences dans l'organisation. Et donc là, je crois que comme tu le disais, c'est aussi ça permet à une certaine pertinence des approches, une cohérence avec les principes humanitaires surtout. Je pense dans tous les secteurs, il est important cette diversité et l'égalité, mais encore plus, je dirais, dans l'humanitaire qui est basé sur des principes qui doivent normalement inclure cette diversité-là. Et donc, cette action humanitaire
est basée sur des principes, comme je le disais, d'égalité, de dignité humaine, de respect des droits de l'homme et de justice sociale. Donc en cela, c'est une impératif moral et c'est une manière de traduire ces principes-là en action. Et donc c'est aussi une impérative, disons, c'est aussi un devoir institutionnel parce que déjà c'est une nécessité d'efficacité opérationnelle de l'action humanitaire et c'est aussi un engagement qui a été pris vis-à-vis des partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux, que ce soit des donateurs également. Et vu les thématiques, une thématique qui vient de plus en plus dans l'humanitaire, qui date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui qui est beaucoup plus renforcée, c'est la redevabilité. Donc qui est aussi un devoir institutionnel qui inclut cette diversité et l'égalité. Absolument. Effectivement, tu parles d'un engagement qui a été pris, mais parfois, disons pas tous les engagements sont respectés. Donc, je voulais te demander qu'est-ce qui est fait dans la pratique par les organisations pour remédier à ces problèmes. Est-ce qu'il y a assez qui est fait? Est-ce que cet engagement est pris au sérieux? Et enfin, est-ce qu'il y a certains types d'organisations qui sont mieux équipées ou plus engagées, qui prennent ce thème plus au sérieux selon toi? Je pense que il y a beaucoup d'engagements qui sont pris et cela dépend de chaque organisation. Et je sais que la plupart des organisations ont mis en place des politiques de diversité et d'inclusion. Il y a aussi la formation et la sensibilisation des staffs. Il y a la transparence et la redevabilité qui inclut maintenant dans toutes les politiques. Il y a le recrutement de staff locaux pour euh, avoir plus d'inclusion dans l'équipe. Et il y a des organisations qui recrutent de plus en plus dans des, dans des positions de décision, dans les postes de décision des staffs de population locale. Mais il faut dire que ces engagements ne sont pas toujours respectés et c'est parfois des engagements sur papier, disons, mais sur le terrain, qui ne sont pas mis en place. Et sinon, on peut dire que cette thématique est prise au sérieux parce que c'est même parfois des conditions de financement des organisations, mais il y a beaucoup en griffe de, disons, de poudre aux yeux face à ces engagements qui sont pris auprès des bailleurs et aussi auprès des partenaires internationaux, qui fait que il n'est pas toujours facile de voir cette cohérence-là entre les politiques et ce qui est fait réellement sur le terrain. Merci. Je reviens à ta première réponse où tu parlais de comportement post-colonial. Et je me demandais en termes de quelles seraient les solutions ou les mesures qui doivent être mises en place par les organisations pour s'améliorer sur cette thématique, en plus des divers éléments qui sont plus institutionnels que tu as mentionnés, comme la formation, le recrutement et les positions de décision. Est-ce que tu vois aussi quelque chose au niveau de la compréhension des enjeux nord-sud, des enjeux entre différents pays qui ont un passé, voilà, soit colonial ou pas directement, mais où il y a cette dynamique qui existe? Est-ce que tu vois quelque chose qui devrait être fait à ce niveau-là? Au niveau des Oui, au niveau des organisations, je pense que il faudrait déjà peut-être renforcer le leadership des, euh, des locaux, disons, disons-le. Je pense que il est important de mettre au centre de l'action humanitaire ceux pour qui, disons ceux avec qui nous travaillons pour pouvoir mieux cerner les défis et mieux et mieux trouver les solutions idoines à ces défis-là. Donc il est aussi important de revoir les structures de pouvoir, donc décentraliser plus les décisions. Il y a parfois des organisations qui, pour la gestion d'une crise, toutes les décisions sont prises par le siège, donc qui est à des milliers de kilomètres de là où on doit faire donner la réponse. Donc
qui sont parfois déconnectés de la réalité du terrain. Concernant les individus, je pense qu'il est important de s'informer et de se sensibiliser à cette thématique-là. Aussi peut-être remettre en question des préjugés que nous avons souvent, qui sont parfois issus de préjugés coloniaux. Aussi, nous pouvons être, que ce soit des acteurs humanitaires, des citoyens ou des donateurs, nous devons être des alliés actifs, donc c'est-à-dire prêter notre voix à combattre ces inégalités, prêter notre voix à ces personnes discriminées et pourquoi pas peut-être promouvoir l'égalité, la diversité déjà dans son entourage propre. Parce que parfois ces thématiques-là, où on peut les voir peut-être de loin, mais si on analyse bien, quel que soit le pays où nous nous trouvons, on peut déjà faire des actions sur place. C'est des discriminations que nous voyons sur place également dans notre entourage. Donc je pense que c'est aussi ça qui peut être le rôle de chacun. Aussi peut-être si on a la possibilité, c'est de soutenir les initiatives locales qui permet justement de diminuer cette différence de pouvoir entre les grosses organisations et les organisations locales. Donc aujourd'hui, de plus en plus dans l'humanité, on parle de localisation. Donc essayer de mettre vraiment les acteurs locaux au centre de l'action humanitaire. C'est parfois ceux-mêmes qui ont de meilleurs accès aux partenaires avec qui nous travaillons. Et c'est parfois eux qui sont, disons, très souvent lésés en termes de financement et en termes de visibilité également. Donc, je pense que chacun peut, à son niveau, contribuer à décoloniser, disons, l'action humanitaire avec ces quelques informations que nous pouvons mettre en avant. C'est aussi privilégier le narratif de ceux qui sont impactés par les crises et non seulement les organisations qui vont raconter les choses uniquement de leur point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, mais déjà le début c'est de vraiment s'informer, de se sensibiliser sur ces thématiques-là et même l'utilisation des thèmes. On parle aujourd'hui de partenariat et non de bénéficiaires. C'est des partenaires avec qui nous travaillons parce que en fonction des thèmes utilisés, on peut vraiment changer la donne. Merci, et je partage tout à fait ton avis. Avant de conclure, je voudrais savoir si tu as un dernier message que tu aimerais faire passer aux auditeurs ou quelque chose que tu penses que chacun peut faire au niveau individuel. Je pense que concernant cette dernière question, le message que j'ai pour les auditeurs, c'est de s'informer, de se sensibiliser à ces thématiques-là et voir comment ces relations parfois néfastes sont matérialisées sur le terrain et essayer à son niveau de se remettre en question sur certains narratifs que nous entendons, que ce soit à la radio ou à la télé. Ce narratif de toujours penser que les personnes avec qui nous travaillons sont incapables et ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Donc, c'est des narratifs qui sont aujourd'hui très paternalistes. Nous sommes animés d'une mission de sauver des personnes qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Je pense que c'est un narratif qu'il faut changer. Il faudrait peut-être penser beaucoup plus à un partenariat et voir ces personnes-là comme des acteurs de leur changement eux-mêmes. Nous venons soutenir dans des moments difficiles ces personnes-là pour que nous puissions s'aider ensemble pour avoir un monde meilleur. Donc, toutes ces problématiques parfois sont liées. Ce qui se passe dans le sud est très souvent lié à ce qui se passe dans le nord. Disons, ces crises sont liées et parfois c'est des décisions qui sont prises au niveau du nord global qui affectent le sud global. Donc, disons, c'est une mission on vient en venant travailler avec ces personnes. Nous venons travailler pour nous-mêmes également. C'est pour l'humanité que nous le faisons. Ces personnes-là doivent être au centre de la réflexion et au centre de l'action humanitaire. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup pour tes éclairages et de partager tes expériences sur ces thématiques qui nous concernent aussi ici d'ailleurs.
Merci Julien.